Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, flash spécial BFN TV. Une catastrophe naturelle d'une ampleur gigantesque vient d'être découverte dans le Pacifique. En effet, un marin qui rentrait avec plusieurs scientifiques d'une course à la voile entre Hawaï et Los Angeles a découvert un véritable continent de plastique. Notre envoyé spécial Aurélien est sur place. En effet, je suis actuellement à Los Angeles avec Charles Moore, le navigateur qui fut le premier témoin de cette catastrophe écologique, ainsi qu'un plongeur spécialiste, Pierre Chevaldonnet, qui a effectué les premières observations scientifiques de la zone. Venez, suivez-moi. Bonjour Monsieur Moore, je suis reporter à BFN TV et souhaiterais vous interroger suite à votre découverte. Comment avez-vous découvert ce continent alors que personne ne l'avait remarqué avant vous? Eh bien, vous savez, ce continent a été découvert presque par hasard. Alors que je rentrais d'une course inverse entre Hawaï et Los Angeles, j'ai décidé d'emprunter une route maritime très peu fréquentée. Il n'y avait donc pas beaucoup de bateaux. Cette route comprenait des forts courants, très forts courants, et peu de vent. J'ai donc décidé de faire monter à bord des scientifiques et des plongeurs, comme monsieur Pierre Chevaldonnet. Et qu'avez-vous découvert à ce moment-là? Eh bien, nous attendions à trouver une mer très agitée. Contrairement à cela, des quantités de plastique incroyables s'étendaient sur tout l'horizon. Alerté par un phénomène que je n'avais jamais vu, il n'y avait aucune vie dans les environs. J'ai donc décidé d'envoyer monsieur Chevaldonnet, qui a fait une plongée. Après son rapport, il m'a dit que de 10 à 30 mètres de profondeur, quantité incroyable de plastique était stockée là. Nous l'avons su après que c'était à cause des courants marins. Cette zone n'a jamais été découverte par les satellites car le plastique se confondait avec l'eau. Comme vous l'avez dit, les êtres vivants ne peuvent pas habiter la zone. Non, en effet. Souvenez-vous de ce fameux cachalot qui avait été retrouvé sur une plage de San Francisco avec plus de 8 kilos de plastique dans son estomac. C'est également le cas des oiseaux pélagiques qui, à cause de l'épaisse couche de plastique en surface, ne peuvent plus chasser leur proie. Il leur arrive même de confondre les poissons avec du plastique. Mais le pire est ailleurs. En effet, j'ai effectué plusieurs plongées pour tenter d'observer le phénomène sous l'eau. Contrairement à ce que nous pensions, le phénomène ne faisait pas une couche de plastique répartie de quelques centimètres à la surface de l'eau, mais en réalité, il s'agit d'une soupe de micro-fragments de plastique répartis entre 10 et 30 mètres de profondeur. Ces micro-fragments sont paradoxalement beaucoup plus dangereux, car ils se répartissent partout dans l'environnement et dans l'écosystème. Cependant, avec d'autres chercheurs, nous avons tenté d'estimer la taille de ce phénomène. Nous avons pu estimer, à l'aide de chercheurs américains, que ce phénomène faisait environ 6 fois la taille de la France, soit 3,5 millions de kilomètres carrés. C'est gigantesque. L'homme, à lui seul, a ainsi pu faire un continent artificiel. Eh bien écoutez monsieur, c'est l'heure de vous quitter, nous avons du travail à faire après cette découverte. Nous avons quelques rendez-vous avec des scientifiques et des programmes télé. Conférences à l'étranger. Je comprends tout à fait. allons Merci vous laisser. de votre temps. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Pour tenter de comprendre l'étendue de ce désastre, la chercheuse de l'INRA Agnès Boucher, spécialiste de l'étude du plastique sur les hommes et sur l'environnement, est avec nous au téléphone. En effet, ces plastiques sont bien plus dangereux que ce que l'on pourrait penser. Sous l'effet du soleil, le plastique se fragmente en milliers de particules de quelques millimètres. Le plastique est produit à base d'hydrocarbures, des dérivés du pétrole. Son faible coût est dû à sa simplicité, une chaîne de carbone équilibrée par des atomes d'hydrogène. En quoi le plastique est-il donc toxique alors? Eh bien, de nombreux produits chimiques peu coûteux mais dangereux sont ajoutés au plastique. Lors de la fragmentation du plastique, certains produits chimiques qui sont ajoutés au plastique pour lui donner une couleur ou plus d'élasticité par exemple, se retrouvent dans l'océan. Ces nanoplastiques dégradés par le soleil ont aussi une grande capacité d'absorption des produits toxiques. Ils absorbent non seulement les polluants du plastique, mais aussi les quantités énormes de pesticides et de solvants industriels relâchés dans l'océan par les industries textiles. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'impact du plastique sur l'homme? Ces microplastiques sont confondus avec le phytoplancton et le zooplancton, lui-même consommé par des petits poissons qui eux-mêmes sont mangés par des poissons carnivores qui finissent dans notre assiette, comme par exemple le saumon, le bar, le cabillaud ou le thon. Les poissons contaminés représentent plus de 35% des poissons consommés dans le monde et présentent des quantités de produits toxiques jusqu'à
Eh bien, Madame Boucher, nous vous remercions pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Cependant, une solution semble exister. Elle nous vient d'Espagne et est particulièrement originale. Nous la devons à une apicultrice espagnole et à des chercheurs de Cambridge. Je suis accompagné sur le plateau par Monsieur Johnson, un chercheur de Cambridge. Bonjour monsieur. Bonjour. Et par Madame Federica Bertocchini. Madame Federica Bertocchini, s'il vous plaît. Excusez-moi. On me dit dans l'oreillette que Madame Federica ne pourra pas assister à cette réunion. Et Oui, entrez, monsieur. Excusez-moi, monsieur, j'ai madame Federica Bertocchini au téléphone. Elle ne pourra pas être présente, mais je vais servir de traducteur. D'accord, nous vous remercions ainsi. Bienvenue. Eh bien, Madame Federica Bertocchini, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Hola Federica, ¿puedes presentarte, por favor? Je suis une chercheuse au CNRS et apicultrice amatrice. Je travaillais sur la biodégradation du plastique et j'ai découvert par hasard que les chenilles mangeaient du plastique. Et comment cela s'est-il déroulé? Et comment passó eso? Alors que j'étais en congé, j'ai décidé de nettoyer mes ruches en enlevant toutes les larves de cire qui sont connues pour être des parasites et qui sont nocives aux abeilles. Je les ai mis dans un sac plastique que j'ai oublié de jeter. À mon grand étonnement, quand je suis revenu quelques heures plus tard, le plastique était troué et les larves n'y étaient plus. J'ai donc décidé de racheter un sac plastique et de récupérer d'autres larves. Je les ai insérées dans le sac plastique. Quelques heures plus tard, elles n'y étaient plus. Elles avaient mangé le plastique. J'ai donc de suite contacté des chercheurs de Cambridge qui travaillent sur des bactéries qui dégradent le plastique. Donc, vous faites partie, monsieur. En effet, je travaillais avec mon équipe sur des bactéries qui étaient capables de dégrader le plastique. Par contre, cela leur prenait énormément de temps. 6 semaines pour dégrader 1 gramme de plastique. C'était extrêmement long. Nous étions désespérés avec mon équipe quand Federica nous a appelés. Elle nous a justement dit qu'elle avait trouvé des chenilles qui étaient capables de manger du plastique. Nous nous sommes procurés des vers auprès d'apiculteurs et avons commencé les premières mesures. Nous avons pu déterminer que ces vers étaient capables de manger 92 mg de plastique en 10 heures, ce qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant. Eh bien, monsieur Johnson et madame Federica, je vous remercie d'être venus et de nous avoir consacré un peu de votre temps. Et vous aussi, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié leur venue. Encore merci. Reste alors à comprendre comment nous pouvons résoudre le problème du 7e continent. Nous avons justement été rejoints sur le plateau par le PDG de l'entreprise Carbios, monsieur Marty, qui va nous expliquer comment cette enzyme peut-elle résoudre le problème du 7e continent et créer un plastique éco-responsable. Monsieur Marty, entrez, je vous en prie. Bonjour, asseyez-vous. Très bien, monsieur Marty. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de votre entreprise? Eh bien, mon entreprise a réussi à synthétiser cette enzyme. Et nous mettons actuellement en place une chaîne de production capable de fabriquer du plastique contenant cette enzyme. Au contact de l'eau de mer, le plastique se dégrade et relâche dans l'océan une substance identique à la cire d'abeille, et donc composée en grande partie de sucre et d'eau, donc sans danger pour l'environnement. Cependant, il est vital de détruire le plastique présent dans l'océan, mais nous sommes actuellement dans l'incapacité d'y répandre des enzymes. Mais pourquoi? Cela semble pourtant la solution la plus simple et la moins coûteuse. Vous nous avez également dit que le plastique dégradé par cette enzyme était sans danger. C'est exact. Cependant, pulvériser des enzymes capables de dissoudre du plastique dans l'écosystème fragile qu'est l'océan est complètement fou et irraisonnable. Pour le plastique déjà présent au fond de l'océan et qu'il est urgent de récupérer, il va falloir le collecter grâce à des navires ou des drones. Des drones? Oui. Un jeune chercheur américain a mis en place des drones ressemblant à de petits chalutiers équipés de larges filets de plusieurs centaines de mètres, en forme de V, et qui récupèrent les microplastiques. Et n'est-ce pas gênant pour les êtres vivants présents dans l'océan? Je pense par exemple au plancton. En effet, cela pourrait être un problème si des animaux vivaient dans la zone. Pour éviter que des tortues ou des dauphins ne se prennent dans les filets, un petit appareil qui produit des ultrasons les repousse. De plus, une balise GPS permet aux bateaux naviguant dans la zone, même s'il y en a peu,
de localiser le drone et de l'éviter. Quant au plastique récolté et compacté, il peut être transformé en carburant ou détruit par les enzymes. Et comment peut-on détruire le plastique à partir de ces enzymes? Eh bien, cette question est très pertinente. J'ai d'ailleurs avec moi un chercheur renommé de mon entreprise qui saura sans doute mieux vous expliquer que moi qu'est-ce qu'une enzyme et comment se déroule le processus de dégradation du plastique. Bonjour Monsieur Marty. Bonjour. Eh bien, nous savons que la composante principale de la cire d'abeille est une longue chaîne carbonée complétée par un groupe acide carboxyle. Or, notre équipe de chercheurs est parvenue à déterminer que l'enzyme en question était capable de détruire les liaisons qui constituent la longue chaîne carbonée. Mais qu'est-ce qu'une enzyme? Une enzyme est une molécule organique constituée d'au moins 100 acides aminés. Elle est capable de catalyser une réaction biochimique, c'est-à-dire qu'elle accélère plusieurs millions de fois une réaction qui a lieu naturellement. Par exemple, elle se compose d'un site actif, cette petite zone, qui est capable de reconnaître un seul substrat et de le détruire. Par exemple, nous voyons bien qu'elle est capable de détruire ce substrat-là, mais pas les deux autres. Ils n'ont pas la même forme. Ainsi, l'enzyme vient se coller au substrat qui va se faire couper. Il forme ainsi un produit. Ainsi, nous savons que cette enzyme est capable de dégrader les très longues chaînes carbonées. Or, le plastique est lui-même constitué d'une très longue chaîne carbonée, ce qui fait sa solidité. Donc, l'enzyme est donc capable de dégrader cette chaîne carbonée-là, ce qui fait qu'elle est capable de détruire le plastique et d'en faire des produits qui sont complètement inoffensifs. Eh bien, chers téléspectateurs, j'espère que ces explications ont été aussi claires pour vous que pour moi. Nous allons maintenant venir à la conclusion. Eh bien, monsieur, j'aimerais vous poser une dernière question, si vous permettez. Comment peut-on résoudre le problème du 7e continent, créer un plastique éco-responsable? Peut-on par exemple projeter les enzymes dans les océans? Non, il est bien sûr inconcevable de projeter des enzymes dans l'océan. L'océan est un milieu naturel très fragile. Y mettre des destructeurs tels que les enzymes dedans, c'est bien sûr inconcevable. Ils détruiraient la vie, on ne peut pas savoir et c'est beaucoup trop risqué. C'est pour cela qu'avec Carbios, nous avons choisi de fabriquer un plastique qui serait pré-imprégné d'enzymes pendant sa cuisson. Ainsi, ce plastique, sous l'action de l'eau de mer, en environ 2 ans, se dégraderait et dégraderait les plastiques qu'il y a tout autour de lui. Par exemple, si un sac plastique Carbios se retrouve dans le 7e continent avec autour de lui plusieurs kilos de plastique, il dégraderait petit à petit le plastique et en formerait une matière qui ne serait pas dangereuse pour l'environnement. Ainsi, nous pourrons produire un plastique éco-responsable, sans danger pour l'environnement et qui, en plus, permettrait de résoudre le problème du 7e continent. Eh bien, monsieur, ce fut un plaisir de converser avec vous. Merci. Nous allons maintenant voir comment l'entreprise Carbios a-t-elle réussi à augmenter les performances de l'enzyme. Monsieur, je vous laisse expliquer. Nous avons prélevé une bactérie de notre laboratoire. Suite à cela, nous avons prélevé une cellule digestive de la Galeria melonella. Dans cette cellule, il y a un noyau qui contient des gènes qui codent l'enzyme. Nous avons prélevé ces gènes et les avons insérés dans la bactérie. Ensuite, nous avons fait muter la bactérie grâce à des agents mutagènes tels que la radioactivité, les rayons UV, les rayons X ou des substances chimiques. Nous obtenons donc une bactérie mutée qui produit des enzymes mutées, donc potentiellement plus performantes. Nous effectuons une sélection. Bien, monsieur Marty, je suppose que vous ne pouvez pas nous révéler lequel de ces agents vous a permis la mutation. Non, nous l'avons fait breveter. Chers téléspectateurs, j'espère que ces informations vous auront été utiles et qu'elles vous auront un peu rassuré quant à cette catastrophe. Passez une agréable soirée, monsieur Marty. Merci. Mesdames, Messieurs, nous venons actuellement de recevoir les images de l'expérience filmée par Madame Federica Bertoncini. En images, c'est maintenant.
Messieurs, dames, c'est déjà la fin de ce flash spécial. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur BFM TV.